Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'amphi Abbé Grégoire. Nous allons reprendre le cycle Aventure des inventions qui donc finalement dure depuis la rentrée, depuis l'automne dernier, qui se prolongera jusqu'à l'été. Et en ce mois de mars, on entame le cycle sur l'énergie. J'aurai le plaisir d'annoncer les prochains invités à la fin de cette séance. Et on reste toujours sur le même principe d'une conférence grand public portée par un expert et initiée par un objet qui appartient aux collections du Musée des Arts et Métiers. Alors, Madame l'administratrice générale Bénédicte Fauvarque-Cosson ne peut pas être parmi nous. Elle vous prie d'excuser son absence. Moi, je suis le coordinateur avec Pascal Hurtel, ici présente, de ce séminaire. Alors ce soir, j'allais dire qu'un vent frais souffle dans l'amphithéâtre, c'est souvent le cas. Il arrive que la climatisation soit déréglée ou qu'il ne soit pas chauffé, et puis il y a une certaine inertie dans ce volume d'air. Ce soir, on accueille un collègue, enfin on accueille toujours des collègues quand ce sont des enseignants-chercheurs, mais c'est un collègue du CNAM, donc c'est un collègue très proche, Brice Tréméac, qui est professeur des universités au CNAM, et qui dirige les deux institutions de recherche qui sont en lien avec le froid, au moins le froid industriel. Il est à la fois directeur du LAFCET, Laboratoire du froid et des systèmes énergétiques et thermiques, et de l'Institut français du froid industriel et de génie climatique. Il nous en parlera, mais il y a une longue tradition au CNAM qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale, du travail sur le froid. Tu vas partir, cher Brice, du réfrigérateur. Tout à fait. Et même pour ceux qui ne sont pas experts du froid, on comprend bien que pour des raisons logistiques, alimentaires, médicales, industrielles, la question de la fabrique et du contrôle du froid est un enjeu, et nous avons la chance d'en avoir un expert. Tu as la parole. On reste sur le format d'une présentation d'une petite heure, d'un temps d'échange avec le public pour terminer à 19h30. Et merci encore pour votre participation. Merci beaucoup pour cette introduction. Bienvenue messieurs, comme d'habitude vous êtes en retard. Mes étudiants. On va commencer cette présentation. Donc merci pour l'introduction, merci pour l'invitation. Alors, puisque on est, comme l'a dit Gilles, on a une séance de questions-réponses avant et qu'on est au CNAM, je vous propose tout de suite de commencer par les questions auxquelles je ne vais pas répondre. Comme ça va tout de suite un peu mettre les choses au clair. Donc, si vous avez des questions du style « Pourquoi un frigo américain s'appelle frigo américain ?» Pourquoi ça fuit ? Il y a peut-être des techniciens dans la salle. Et quand je mets la clim, j'ai froid en dessous. Qu'est-ce que je peux faire ? Mettez un petite jaquette, je ne sais pas, faites quelque chose. Donc je ne vais pas pouvoir répondre à ces questions. Quel type de frigo je vais choisir ? Allez voir votre meilleur revendeur chez Darty, Boulanger, etc. Et puis non, chers étudiants, je ne sais pas si vous allez avoir une bonne note en thermodynamique, donc désolé, je ne pouvais pas répondre non plus à cette question. Alors, comme l'a dit l'introduction, vous avez deux logos en haut à droite et en haut à gauche. Et la question qui peut se poser, c'est pourquoi au CNAM, on a deux structures dédiées à 100% au froid. Nous sommes le seul établissement en France, et je pense que depuis le Brexit, on pourrait dire même en Europe, à avoir cette activité. Puisque finalement, quand on parle de frigoristes dans la population, première chose qui arrive, c'est mon frigo, le livreur. Qu'est-ce que j'ai dans ma cuisine ? Ou alors, on l'a dit, j'ai la clim, j'ai un problème de clim, il fait froid, j'ai toujours froid quand on met la clim de toute façon, ou je tombe malade et c'est un problème. Donc ça, c'est l'image qu'en ont généralement les gens du froid, qui reste un métier caché. C'est globalement une activité où, on va le voir, ça touche l'ensemble des secteurs, comme ça a été dit en introduction, mais ça reste des métiers qui sont cachés, à part peut-être ces deux-là, et puis de toute façon, il y en a un, c'est un livreur, dans tous les cas. Si je regarde un peu ce qui se passe, ça reste un acteur du début à la fin, et même un peu au-delà, puisque ça va du stockage des ovocytes, d'un côté, jusqu'aux chambres mortuaires, donc même un peu au-delà de la fin. Entre les deux, on a toutes sortes d'activités, puisqu'on va avoir le secteur de l'industrie, parce que sachez qu'en France, on va consommer autour de 400 kg par personne et par an de produits, qui ont un lien
à un moment donné, ont touché le froid, que ce soit lors de la fabrication, de la distribution, du stockage chez vous, ou ensuite de la consommation, si vous faites de la glace par exemple, vous avez besoin de froid. On l'a vu avec la crise Covid, vos médicaments ont besoin d'être stockés à un moment donné, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'ensemble des salles de chirurgie, l'ensemble des maternités. Il n'y a pas de naissance s'il n'y a pas de froid, ou alors du moins il y a des risques un peu plus forts. Donc il y a 50% des médicaments qui doivent à un moment donné être stockés et ou transportés à température dirigée. Alors température dirigée, ça signifie contrôler en température, et donc il y a besoin d'un système de froid pour le faire. Évidemment, on a le transport, avec la climatisation des transports, mais on a également la chaîne du froid, qui est l'ensemble des activités qu'il y a entre la production jusqu'à la consommation. Un exemple, il y a 700 millions de voitures climatisées en 2016, un peu plus maintenant évidemment au niveau monde. Et ensuite, il y a la clim, que j'appelle la clim de confort, qui peut être chez vous ou dans les bureaux. Il n'y a pas une nécessité vitale, mais par contre, pour sentir bien, pour travailler sereinement ou éviter la transpiration, on met la climatisation, on y reviendra un petit peu plus tard. C'est d'autres acteurs. En haut à gauche, vous allez avoir les data centers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est incapable de faire du transfert de données massif sans avoir besoin de froid pour refroidir vos data centers pour que vos données puissent circuler le plus rapidement possible. Vous avez également les voitures électriques. C'est-à-dire l'ensemble des activités qui est liée à l'électrification. Mes collègues de l'électronique de puissance ne peuvent pas faire d'électronique de puissance sans que ça chauffe. Et si ça chauffe, évidemment, il va falloir refroidir à un moment donné d'une façon ou d'une autre. Alors vous allez évidemment pouvoir faire du refroidissement en utilisant des ventilateurs, donc chose relativement simple. Mais dans les cas les plus complexes, il va falloir faire du refroidissement en faisant circuler un liquide froid sur vos circuits pour être sûr d'avoir des composants qui tiennent dans le temps. Si c'est pour avoir des composants, vous l'utilisez, ça fond, c'est quand même assez problématique. Est-ce que vous reconnaissez l'image en bas de la source Ouest France? Des silos à grains, tout à fait. Donc sachez également, on a travaillé nous au LAFCET avec une coopérative, l'Ascara, pour arriver à faire du stockage de céréales, puisque les insecticides de stockage sont interdits maintenant. Et une façon de stocker les céréales dans le temps, c'est de les refroidir. Vous ralentissez l'activité bactérienne, et donc vous arrivez à le maintenir sur un temps long. Donc sachez, quand vous buvez vos boissons houblonnées, il y a de très fortes chances qu'il y ait eu un stockage par le froid pour arriver à maintenir ces céréales à de très bonne qualité. Et enfin, un exemple sur la chaîne du froid qui peut être marquant. Au niveau monde, on estime qu'il y a 20% de pertes d'aliments parce qu'il y a eu soit une rupture de la chaîne du froid, soit qu'il n'y a pas du tout de chaîne du froid. Donc ça correspond à peu près à 900 millions de personnes qu'on pourrait nourrir si on arrivait à maîtriser cette chaîne du froid. Donc typiquement, un pays côtier sans chaîne du froid, ça veut dire quoi? C'est les marins, ils arrivent avec leur pêche le matin, ils le vendent, et s'ils ne vendent pas tout, ils jettent. Donc c'est à la fois de la perte de revenus pour les marins, mais également du déchet alimentaire, puisqu'on n'a pas réussi à les stocker, et que ça devient ensuite évidemment immangeable. Revenons à la base, le début du début, la glace naturelle. Donc là, Antiquité, on va avoir les premières glacières, on creuse un trou, et puis l'hiver, on va aller stocker de la glace. Donc vous avez l'exemple de la glacière du château de Chantilly, évidemment très bien refaite, etc. C'est le château de Chantilly quand même. Mais l'objectif, c'est d'avoir la porte évidemment la plus petite possible, et d'avoir des épaisseurs de murs, ou alors des épaisseurs dans le trou, s'il n'y a pas eu de murs qui ont été refaits. Et on va venir stocker l'hiver la glace. Donc là, dans cet exemple, on peut stocker aux alentours de 600 tonnes de glace. Donc l'hiver, il y avait des personnes qui venaient stocker la glace, on refermait, on réutilisait généralement l'été ou quand on en a besoin pour ensuite stocker nos aliments principalement. Ensuite, il y a eu une activité industrielle autour des glacières. Donc là, c'est en haut à droite, la glacière de Silence, je crois que ça se prononce, où là, il y a eu un business qui a été fait à partir d'un lac qui était gelé. Donc on a récupéré la glace, on les a transportés vers des glacières justement, comme l'autre, à travers des chemins de fer, etc. Donc là, il commence à avoir un business à partir de la glace, mais qui était de la glace naturelle. Un autre exemple qu'on connaît peut-être moins, c'est à l'île de la Réunion,
il y a une glacière à l'île de la Réunion. Effectivement, en haut du Maïdo, donc il y a un piton. Là, techniquement, c'est qu'en fait, on mettait de l'eau à l'intérieur, et arrive l'hiver, saison fraîche plutôt pour la Réunion, et la glace gelée à l'intérieur. D'accord. Ensuite, on l'utilisait quand c'était nécessaire, on le redescendait vers les côtes pour, encore une fois, l'utiliser pour, dans la très grande majorité des cas, faire du stockage et de la conservation des aliments. Entre-temps, il y a quand même des chercheurs qui ont travaillé, et on a en 1756 un Britannique, donc qui était chimiste médecin, qui était le premier à faire de la glace artificielle. Donc il a vaporisé de l'eau sous une cloche à vide, et il a commencé à voir des apparitions de premiers cristaux de glace, donc très faible quantité, donc évidemment pas du tout exploitable ensuite en termes industriels. 1859, la guerre du brevet. Donc dans le monde du froid, c'est de se dire qui a été le premier entre Charles Tellier et Ferdinand Carré, donc ils étaient deux frères, les frères Carré, et qui a déposé le premier brevet de la machine à absorption, où là on utilisait de l'ammoniac dissous dans l'eau. Donc une petite guéguerre d'ingénieurs, un ingénieur autodidacte et un ingénieur des grandes écoles, pour arriver à savoir, finalement, les deux l'ont déposé à peu près en 59, mais on n'aura pas le fin mot de l'histoire de savoir qui a été le premier à déposer cette machine. Vous voyez des mots en rouge, on y reviendra ensuite, parce qu'on va se rendre compte qu'évidemment, l'histoire va décrire l'avenir. Ce Charles Tellier, il est considéré comme l'inventeur de la chaîne du froid. Il a décidé, je vous ai dit que c'était un ingénieur autodidacte, il a acheté un bateau à travers une société qu'il avait créée, la Société pour le transport de la viande fraîche. Et ce bateau, il l'a complètement retransformé. Vous voyez à droite, si j'arrive à faire marcher ce truc-là, faire avec ça. Ici, évidemment, c'était pas comme ça quand il l'a acheté. En fait, il a complètement transformé, il a réisolé l'ensemble du bateau pour mettre les aliments sur la partie basse et en haut, les machines frigo. Et en fait, il était persuadé qu'on pouvait conserver les aliments grâce au froid. Donc quoi de mieux que l'expérience pour le prouver. Le 30 septembre 1876, il part de Rouen. Bon, il fait une petite halte à Lisbonne parce qu'il y a des petits soucis techniques. Et ensuite, direction Buenos Aires, et il arrive le 23 décembre 1876. Et l'ensemble de sa cargaison a été considéré comme intact. Donc il a traversé pendant 105 jours l'ensemble de la viande entre la France, enfin Rouen et Buenos Aires, sans avoir impacté le produit alimentaire. Donc ce bateau, qui s'appelle le frigorifique, est le premier transport maritime de la chaîne du froid, et donc évidemment il est français. Et sachez qu'également que la médaille Charles Tellier est la médaille qui est remise par l'Association française du froid chaque année à des personnalités marquantes du monde du froid en France. Quelques exemples ensuite, à partir de ces machines, comme on a vu la machine de Charles Tellier. Donc, je vais me rapprocher parce que évidemment je ne connais pas les dates par cœur. 1927, on voit dans le magazine La Science et la Vie, on a des descriptifs de machines assez précis, aussi bien la partie carénage, l'ensemble du système, que la partie technique en elle-même. 2 années plus tard, 1929, dans un autre magazine, donc la revue des sciences et de leur application à l'art et à l'industrie, que nous avons au CNAM, on voit également un autre descriptif de machine. Et là, si l'animation fonctionne, et là on peut voir que la machine fait entre 100 et 300 frigories-heures et fonctionne 4 à 5 heures. Alors, j'ai dû chercher pour savoir ce que c'était des frigories-heures. J'ose espérer que je ne me suis pas trompé dans la conversion. Ça fait entre 116 watts et 350 watts, ce qui est globalement à peu près le frigo ménager actuel, 500, 200 watts. Mais la petite différence, c'est le temps de fonctionnement. Puisque si vous regardez bien, le temps de fonctionnement peut varier de 4 à 5 heures. Alors imaginez, vous avez un frigo avec un temps de fonctionnement de 4 à 5 heures.
Ce qui n'est pas très grave si vous n'ouvrez pas la porte. D'accord? Le problème d'un frigo, c'est qu'on ouvre les portes. C'est pas que ça marche ou que ça marche pas. C'est-à-dire tant que vous ne faites rien, a priori, il n'y a pas de raison que ça change. Alors qu'actuellement, évidemment, on ne pourrait pas imaginer de vivre avec des frigos qui fonctionneraient 4 à 5 heures. On a besoin d'avoir cette disponibilité 24 heures sur 24. Et on y reviendra, parce que du coup, ça engendre comme conséquence le fait d'avoir la nécessité, pour les frigos actuels, d'avoir une disponibilité de réseau 24 heures sur 24. Et donc de vivre dans un pays relativement moderne et luxueux pour avoir cette possibilité. Premier succès mondial, 1930. On a la société canadienne General Electric, qui sort le Monitor Top. Alors là, mesdames et messieurs, vous voyez une affiche ultra moderne où nous avons donc Madame à la cuisine, Monsieur vautré sur son fauteuil et l'enfant qui joue devant Monsieur. D'accord? Donc évidemment, nous sommes en 1930 et cette publicité vantée, puisqu'on voit au fond le frigo. Alors le dessus, c'est le compresseur. D'accord? Donc imaginez, à l'époque, on ne pouvait pas mettre de choses au-dessus, c'était assez pénible pour ranger quand même. Et madame sortait soit ses cuisses de poulet, soit je ne sais pas ce qu'il y avait dans son plat pour servir monsieur qui était en plein effort, apparemment. Donc c'est grâce à cette première machine, qui était une machine électrique, donc qui permettait d'avoir un frigo qui fonctionnait 24 heures sur 24, qu'on a eu le premier succès industriel, et il s'en est vendu quelques centaines de millions, une centaine de millions, je crois, dans le monde. Donc suite à ça, évidemment, il y a eu un ensemble de frigos et tout ce que vous pouvez imaginer, puisque maintenant, je tapais rapidement sur Internet, on va avoir Samsung et ses frigos du futur, c'est-à-dire de l'hyperconnecté. On va même savoir, avant que vous ayez utilisé, que vous avez pu les œufs dans le frigo, et qu'il va falloir aller le commander et que ça arrive automatiquement, etc. Vous voyez même, c'est connecté à la télé, à Netflix, tout ça, vous pouvez regarder en même temps une série pendant que ça cuit. Et en bas, vous avez des exemples de salles des machines, où là, on a, à la différence de ce que vous avez vu sur les dessins du frigorifique, on a des machines qui sont de plus en plus complexes, plus en plus hyper connectées, de plus en plus régulées, et qu'on arrive comme ça à globalement satisfaire des besoins de plus en plus complexes. Et pour autant, vous ne savez pas pourquoi le froid n'existe pas. Je vous ai parlé de tout ça et je ne vous ai toujours pas expliqué comment fonctionne une machine. Alors oui, le froid n'existe pas. C'est la base de la physique. Si vous prenez l'eau, vous savez qu'on peut l'avoir sous l'état gazeux, liquide ou solide. Si le liquide passe en gaz, on va parler de vaporisation. Si le gaz passe à l'état liquide, on va parler de liquéfaction. Ce sont les deux phénomènes physiques qu'on va utiliser dans une machine frigo. Si vous avez compris ces deux termes, vous êtes des futurs frigoristes. Après, c'est le petit détail ensuite. Mais pour autant, si vous voulez faire de la vaporisation, vous avez besoin de chaud. Prenez votre casserole, vous la faites bouillir, vous vaporisez l'eau. On est tous d'accord avec ça? Et bien c'est pareil. Vous vaporisez de l'eau sur vous. Plein de canicule. Au bout de quelques secondes, vous avez froid à la peau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'eau a capté la chaleur de votre peau pour s'évaporer. Et donc, la chaleur ayant été prélevée de votre peau, vous avez la sensation de froid. Donc en réalité, le froid n'existe pas parce qu'on fait du prélèvement de chaleur. Et donc notre objectif, nous, c'est d'essayer d'optimiser ce prélèvement de chaleur et d'optimiser l'inexistant. On va optimiser les machines frigo. Et donc une fois qu'on a dit ça, on arrive à l'état gazeux, il faut forcément après reliquéfier. Ensuite, donc ça va être dans un deuxième composant. Et finalement, vous arrivez comme ça à avoir votre machine frigo. Alors si je vais partir, du coup
Je vais partir du compresseur. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est un compresseur, c'est pas grave, c'est une pompe à vélo. C'est globalement la même chose. J'ai du gaz, je vais aller faire un coup de pompe à vélo, et je vais augmenter sa pression. Il va passer dans un composant qui va s'appeler le condenseur, et comme son nom l'indique, du coup, le gaz va se condenser et va se transformer en liquide. D'accord? Donc là, je suis au niveau haute pression. Je pars là. J'ai fait mon tour, là. Hop, 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 hop. Ils aiment bien les circuits, les frigoristes. Et ensuite, je vais détendre. Comme son nom l'indique, c'est que je vais relâcher la pression. Comme quand vous vous détendez. C'est exactement la même chose. Je relâche la pression. Donc hop, je redescends en pression. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir apparaître du liquide, ici. Et ensuite, on va passer dans un vaporiseur ou un évaporateur. Et ce qui va se passer ici, c'est pour que votre liquide se transforme en gaz, il va falloir qu'il capte l'énergie à l'intérieur de votre frigo. De la même façon que les gouttelettes captent l'énergie de votre peau. L'air va perdre son énergie, ce qui va permettre au fluide frigorigène, donc c'est le fluide qui circule, de passer de l'état liquide à l'état vapeur. Et donc en ayant prélevé cette chaleur, vous créez le froid. Et ensuite, donc vous êtes en vapeur. Donc, je vous rappelle, c'est le dessus de votre casserole, hein, c'est pareil. Et on refait le circuit, et on revient au niveau du compresseur, et on tourne. Donc en fait, une machine frigo, ça n'est autre que du passage de liquide à vapeur, de vapeur à liquide, de liquide à vapeur, etc. D'accord? Et en fait, le froid n'existe pas, parce qu'en fait, on fait un prélèvement de chaleur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever de la chaleur à l'intérieur de votre frigo. Et ensuite, il faut bien en faire quelque chose. Et on va le recracher à l'extérieur de votre frigo. C'est pour ça que vous avez de la chaleur derrière votre frigo, généralement. Donc en hiver, c'est cool, hein, parce que vous faites chauffage en plus. C'est tout simplement que vous avez déplacé la chaleur de votre frigo vers l'arrière de votre frigo. Et grâce à ça, vous pouvez conserver tout ce que vous voulez. Ou presque. Donc évidemment, on est sur un système qui est là relativement simple, mais imaginez ça ensuite à taille industrielle. On est sur des machines beaucoup plus imposantes. Et surtout, ce qu'il est important de retenir, c'est qu'on est comme dans une équipe, comme dans un orchestre. C'est globalement, il ne sert à rien de mettre les meilleurs joueurs ensemble s'ils ne savent pas jouer ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez prendre tous les composants, les meilleurs du monde, les plus performants, s'ils n'ont pas été réfléchis pour travailler ensemble, vous aurez globalement une machine qui fonctionnera mal. Et c'est ça qui est important de voir, c'est que globalement, notre objectif, nous au laboratoire, c'est de se dire, certes, j'ai mes composants qui sont performants individuellement, mais si je les mets ensemble, est-ce que l'ensemble sera relativement performant ou très performant? Et finalement, ça va être ça l'objectif. Et qu'est-ce que c'est une machine performante? C'est celle qui va vous prélever le maximum de chaleur, donc faire un maximum de froid et qui va vous coûter le moins possible. En termes d'énergie et donc ensuite de dollars. Un petit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors, on l'a vu, on n'aura pas de société moderne sans utilisation de froid. Puisque, on a parlé tout à l'heure de chaîne du froid, globalement, on va tous converger sur le fait qu'on ne va pas avoir notre lopin de terre proche de chez nous, qu'on ne va surtout pas cuisiner prélever, cuisiner, manger tous les jours sans stocker à un moment donné, et même aller tuer l'animal, hein, parce que si on veut manger de la viande ou du poisson ou que sais-je. Donc il y a à un moment donné ce besoin de toute façon de conserver l'aliment. On veut électrifier dans tous les sens, c'est très bien, mais électrifier signifie effet Joule, signifie échauffement, et ce qui signifie à un moment donné refroidissement. Et enfin, on l'a dit, l'utilisation de médicaments, l'utilisation de climatisation dans les EHPAD, l'utilisation de climatisation dans les hôpitaux au sens général, hein, va permettre l'accroissement de la durée de vie et également la qualité de la vie, aussi bien au travail, à travers la clim de confort,
que d'une manière générale dans les maisons s'il y a besoin. Mais évidemment, pas de société moderne sans impact. On l'a vu sur les machines modernes, on utilise de l'électricité pour faire tourner le compresseur, la pompe à vélo. On estime que l'ensemble des activités de froid, donc froid plus climatisation, représente 20% de la consommation électrique mondiale. Donc gros challenge pour les frigoristes. On a également le fluide de travail, donc, qui s'appelle fluide frigorigène. C'est le fluide qui va passer de gaz à liquide, de liquide à gaz, etc. Il a un petit souci, c'est que potentiellement, il peut être impactant pour des gaz à effet de serre. Alors sachez qu'il y a les réglementations européennes, comme son nom l'indique, en Europe. La F-Gaz qui fait trembler l'ensemble des métiers qui vient de sortir il y a quelques semaines, puisqu'elle impose des contraintes de plus en plus fortes sur les fluides à utiliser, justement. Donc on tend vers des fluides ayant le plus faible impact possible. Mais pour autant, l'impact zéro n'existe quasiment pas. On est sur des machines qui font du bruit. Donc potentiellement, dans les centres-villes, ça peut poser problème. Et ça questionne notamment sur le fameux dernier kilomètre, là c'est pour le transport, dans les zones à faible émission, puisqu'on a des zones où on ne veut pas avoir de bruit, des zones urbaines. Donc en fait, il y a des transports qui se développent, où on va utiliser des machines frigo qui ne font pas de bruit. D'accord ? Et enfin, on l'a dit, c'est que si on prélève la chaleur d'un côté, il faut la rejeter ailleurs. Et si vous la rejetez ailleurs, forcément, si vous massifiez ça, vous pouvez avoir un impact d'augmentation de la température. Je vous propose de couper l'électricité. Comment faire si on est dans un pays où soit le réseau électrique n'est pas bon, des coupures régulières ou surtout aléatoires, ou alors dans des zones où il n'y a pas de réseau électrique. Et bien dans ce cas-là, puisque le froid n'existe pas, on va faire du froid avec du chaud. C'est-à-dire qu'on va aller utiliser le flux solaire, c'est ce qu'on a ici. En fait, on a un capteur solaire ici, qui va aller emmagasiner de l'énergie, on secoue tout ça, et ça fait de la glace. C'est quand même bien. Donc cette machine que vous voyez là, qui a un projet assez ancien, mais qui est assez représentatif de ce qui se fait comme type de système, on est capable d'avoir 0 composant nécessitant de l'électricité. Les jeunes vannes sont complètement manuelles. Ça demande du coup du personnel, forcément. Mais par contre, on peut fonctionner de manière complètement autonome, hors réseau. Et on arrive à faire, là dans l'exemple, 55 kg de glace par jour ensoleillé. Alors je vous ai parlé tout à l'heure des régions où il y a de la pêche. Imaginez qu'on puisse mettre ce système-là proche de côtes. On va pouvoir fabriquer de la glace, utiliser cette glace pour stocker le poisson qui ne serait pas vendu, pour qu'il soit vendu ou alors transporté dans les terres ou dans d'autres régions qui ne bénéficieraient pas du poisson. Donc ces machines s'appellent des machines à adsorption. Et elles ont la particularité, c'est de ne pas utiliser de compresseur. C'est la fameuse pompe à vélo qui consomme de l'énergie. En fait, on n'en a pas. Et pourtant, il faut quand même que mon fluide frigorigène passe de liquide à vapeur, de vapeur à liquide. C'est toujours pareil, ça, la physique, elle ne change pas. C'est la technologie qui change. Donc pour ça, on va utiliser ce que vous avez dans vos boîtes à chaussures. Globalement, vous voyez les petits sachets, ils servent à quoi? À capter l'humidité. Donc vous faites déjà ces transferts, ce qu'on appelle de l'adsorption. Donc il y a l'humidité qui va venir se capter sur vos petits sachets pour éviter que vos chaussures moisissent. Donc on va utiliser ces phénomènes d'adsorption et on le voit sur ces schémas. On va également être complètement dépendant sur cette machine la plus simple possible du flux solaire. C'est-à-dire que globalement, si on part sur la gauche, donc on est le matin,
de 8 à 10. J'ai le soleil qui apparaît. Ici, j'ai mon capteur solaire. Et là-dedans, j'ai mes sachets de gel, là, de billes, à l'intérieur de ce composant-là. Donc l'ensemble commence à chauffer. D'accord? Ensuite, cette phase-là, je suis déjà bien chaud, j'ai ce qu'on appelle la désorption. C'est-à-dire qu'on va avoir la vapeur qui était collée sur mes billes. Donc imaginez que vos petits sachets soient pleins d'humidité. Le fait qu'on le chauffe, cette humidité va sortir de mes petites billes, va passer dans le condenseur. Je vous rappelle, le condenseur permet de liquéfier. Et donc là, hop, j'ai mon liquide qui se retrouve là. Arrive la nuit, ça commence à se refroidir. Et ensuite, quand c'est complètement froid, ce qui se passe, c'est qu'en fait, mes billes de gel de silice vont appeler le fluide frigorigène. On va dire, viens là, viens t'absorber sur moi. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que s'il est en phase liquide, pour aller s'absorber sur les petits sachets, il faut qu'il passe en phase vapeur. Liquide, vapeur, froid. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à faire du froid. Gros inconvénient de cette machine, c'est que vous voyez que le froid se fait la nuit. Ce qui est aussi un avantage, puisque du coup, la nuit, on a moins de pertes thermiques avec le milieu extérieur. Mais par contre, ça signifie qu'il faut qu'on ait un système où on fait de la glace, on la sort, on la stocke, on l'utilise, et ensuite on attend la nuit suivante pour refaire de la glace, pour stocker, etc. Donc là, on est sur la machine la plus simple. Évidemment, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont développé des systèmes où on va avoir par alternance l'un et l'autre, et on va avoir de la glace en continu. D'accord? Donc sachez qu'au CNAM, on a longtemps travaillé, notamment par le professeur Francis Meunier, qui était quelqu'un de très bien parce qu'il m'a recruté, qui était le pape du domaine, et qui était celui qui avait porté le projet que je vous ai montré en photo précédemment. Et le CNAM est reconnu pour ses compétences sur ces types de machines. Un peu de pub, ça fait pas de mal. Ensuite, on va se dire, bon, j'ai mon fluide de travail, ça pollue. C'est pénible, c'est pas bien, on pense aux petits oiseaux, etc., etc. Qu'est-ce que je peux faire? On va changer de fluide, et on va se dire, tiens, si j'utilisais de l'eau. On l'a vu, les ingénieurs qui se sont battus pour savoir qui est le premier, ils utilisaient déjà de l'eau à l'époque. Donc en fait, on n'a rien inventé. D'accord? On fait que réutiliser ce qu'ont fait les autres. Et finalement, pourquoi l'eau? C'est pas trop mal pour l'environnement. Alors on peut se questionner sur les usages. L'eau étant de plus en plus rare, mais globalement, la quantité d'eau qui serait utilisée si tous les systèmes étaient à eau reste relativement faible par rapport au gaspillage qu'on fait d'eau par ailleurs. C'est évidemment non toxique, non inflammable et facilement manipulable, parce que sachez juste pour votre culture que pour manipuler des fluides frigorigènes, moi je ne peux pas manipuler du fluide frigorigène. Je suis directeur d'institut et d'un laboratoire, mais pour autant, je n'ai pas l'habilitation pour le faire. C'est très réglementé. Des personnes l'ont dans la salle, je pense, mais ils ont dû passer des examens difficiles et harassants pour y arriver. Donc ça, c'est les avantages. Évidemment, je vous pourrais mettre aussi pas cher, c'est tant qu'à faire, et relativement abondant. Alors, on n'est pas sur de l'eau du robinet. Il y aura quand même à un moment donné un traitement chimique dans le sens où il va falloir le filtrer pour l'utiliser, etc., pour le mettre dans la machine. Soyons réalistes. En inconvénient, on est sur de l'eau, donc on ne va jamais pouvoir faire de la glace. Lorsque je vous ai montré l'exemple de tout à l'heure, le fluide de travail, c'était du méthanol. Donc un fluide qui peut descendre très bas. Là, on est sur de l'eau. Vous imaginez bien que si j'arrive à -1, -2, l'eau qui doit faire liquide-vapeur va faire liquide-glace. Et forcément, c'est un peu plus compliqué après à faire circuler. Un autre inconvénient également, c'est qu'on va être à basse pression. Dans le sens où, par rapport à ce que sait faire les frigoristes usuellement, on est sur des pressions beaucoup plus basses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est inférieur à la pression atmosphérique. En d'autres termes,
quand il y a un trou, le fluide frigorigène ne sort pas, mais c'est l'air qui rentre dans le système. Et du coup, c'est un peu plus embêtant parce que si on arrive à réparer le trou, bah, faut tout vider, c'est beaucoup plus complexe ensuite à résoudre. Mais si les gens travaillent bien, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence d'être à basse pression? C'est qu'on va avoir une masse volumique qui sera élevée. Alors ça, c'est les propriétés, hein, c'est les propriétés de la vapeur d'eau. Mais qu'est-ce donc la masse volumique? Alors, petite vidéo. Ici, vous entrez dans mon intimité, parce que vous avez ma casserole, où là, on est à pression atmosphérique. D'accord? Et vous avez des toutes petites bulles qui se créent. D'accord? Je pense que tout le monde voit ce que c'est. Maintenant, je vais faire la même chose, mais à basse pression. Donc, vous voyez, hein, P, je passe de 2013 à 15 millibars. Hop, je vais remettre la vidéo. Donc là, il faut regarder par là. Sur 20 cm de diamètre, vos bulles sont légèrement plus grosses. Et tout ça, c'est parce que la masse volumique est différente, puisque la masse volumique, c'est en kilogrammes par mètre cube, donc c'est une quantité sur un volume. Et donc nous, ce qu'on déplace, c'est des quantités. Donc une même quantité occupera un volume beaucoup plus grand si la masse volumique est plus faible. Et là, je vous ai mis spécialement cette vidéo, parce qu'en plus, ce n'est pas une bulle normale, puisque vous voyez apparaître des doigts en termes de forme. Donc là, si vous voulez le placer dans un petit dîner mondain parisien, ça ressemble à des cellules de Hello. Ça, il faut réussir à le placer, je suis d'accord avec vous, c'est pas si simple. Mais on travaille sur ce genre de sujet, puisque l'objectif, c'est de se dire, si j'arrive à comprendre ce qui se passe dans cette bulle, regardez, cette bulle va exploser, et en fait, ça va venir projeter des petites gouttelettes sur la surface. Et rappelez-vous de votre main, ce qui va se passer, c'est que ces petites gouttelettes vont s'évaporer et vont créer le froid. Donc plus vous maîtrisez la projection, plus vous maîtrisez le froid qui sera produit, et donc plus vous maîtrisez la production qui sera faite par votre machine. Donc en gros, si vous arrivez à maximiser ces petites évaporations que vous faites, vous, avec votre brumisateur, pour une même surface, vous arrivez à faire plus de froid. Parce que je suis sûr que vous aimez les vidéos. Vous avez plusieurs exemples, parce qu'évidemment, je vous ai montré le cas exceptionnel. Et vous pouvez aussi avoir des bulles tout à fait standards. Donc des formes non pas sphériques, vous voyez qu'il y a une forme de champignon. Et c'est toujours pareil, ça va venir briser la surface et exploser. Hop. Bon, celle-là, c'est les mêmes. Allez, je vous la remets. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes, parce que celle-là a été faite par un doctorant. Où là, on va avoir des formes de doigts, donc des digitations. Ou alors là, si vous regardez ici, à l'interface, on va voir apparaître des petites bulles à la surface. En fait, il y a des phénomènes de vaporisation à l'intérieur de la bulle qui se créent. Donc vous vous doutez bien que pour des chercheurs comme nous, on est tout contents de regarder ça. Il y a des doctorants qui passent leur temps à buller et à filmer, à regarder des bulles toute la journée. Ça nous fait kiffer quand même. Donc pourquoi c'est intéressant? Je vous l'ai dit, hein, l'objectif, c'est in fine d'arriver à faire des composants, ces fameux composants, qui soient le plus performants possible. Donc un composant performant, c'est quoi? C'est je fais un maximum de production pour, si possible, un minimum de volume et un coût minimum aussi. Il veut refaire des vidéos, lui. En termes d'exemples, parce que ça existe, hein, ce genre de machine, vous avez un exemple de start-up française qui a levé quelques millions à Time for Planet il n'y a pas longtemps, qui est Leviathan Dynamics, que vous avez à gauche de votre diapo. Alors eux, ils sont spécialisés non pas sur les échangeurs comme je vous ai montré, mais plutôt sur le compresseur. C'est-à-dire qu'avec les masses volumiques de l'eau, vous avez vu le compresseur, c'est la pompe à vélo, hein,
mais avec le compresseur avec l'eau, et les caractéristiques de masse volumique, on va avoir une obligation, c'est d'avoir un compresseur qui va super vite pour faire circuler le fluide. Donc ils ont développé un brevet autour de ça. Et un industriel, Maekawa, qui fournit une machine à eau, aussi à adsorption, où vous pouvez utiliser, je vous ai dit, c'est du flux solaire, l'exemple que je vous ai montré avec la glace, mais vous pouvez également ensuite le connecter soit à des énergies renouvelables, type biomasse, ou alors directement à des sorties d'usines qui ont de la chaleur et ne savent pas quoi en faire. Une usine agroalimentaire, par exemple, est une usine super intéressante, puisque vous avez besoin de tout en même temps, généralement. Donc vous avez besoin de froid, vous avez besoin de chaud. Et des fois, il y a du chaud qui ne sert à rien, parce qu'on a chauffé ou on a fait des traitements thermiques sur votre lait, par exemple, où on a élevé à très haute température rapidement. Et globalement, ensuite, on se dit, qu'est-ce que je fais de cette chaleur qui reste? Une possibilité, c'est de la transformer en froid, puisque de toute façon, sinon, vous allez l'envoyer aux petits oiseaux. Donc l'idée, c'est d'avoir ce type de système pour essayer de maximiser les performances globales d'une usine, par exemple, si vous avez ce genre de cas. Ah non, c'est que mon écran en fait qui s'arrête. Je ne vais pas traiter le cas du bruit, mais par contre, on va regarder un peu les rejets thermiques. Je vous ai dit, votre frigo, vous faites du froid à l'intérieur, donc vous faites des rejets à l'extérieur. Globalement, on va à un moment donné avoir un problème. Si on fait des rejets thermiques dans l'air, on va avoir besoin de plus de climatisation, etc. etc. Donc si je prends une période de canicule, on va être aux alentours de quelques jours par an en ce moment, et les projections montrent qu'on va être, vous le savez probablement, sur de plus en plus de jours de canicule. Sachez que par exemple 2003, on a dénombré près de 15 000 morts qui ont été causées par la canicule. D'accord, c'était une des premières vagues de canicule assez forte, on n'était pas très préparé. Et on l'a dit, une des solutions, c'est d'utiliser de la clim pour arriver à rafraîchir les corps. Mais finalement, utiliser de la clim, on va avoir la solution qui va faire partie du problème. Puisque plus vous allez mettre de clim, plus vous allez faire de rejet de chaleur, plus il va faire chaud à l'extérieur, etc., etc. Dire ça, c'est bien, le quantifier, c'est mieux. Donc on a travaillé avec Météo France et la société Clim-Espace à l'époque pour arriver à quantifier quel est l'impact des rejets thermiques sur la température dans la ville de Paris. Donc pour ça, on a utilisé les modèles de Météo France, où là, vous avez dessiné le modèle de la ville, et non pas les modèles stratosphériques, etc. Et globalement, les modèles urbains de Météo France prennent en compte l'ensemble des activités. Vous voyez, il y a du trafic urbain, c'est pris en compte, il y a des industries, c'est pris en compte, il y a du chauffage, c'est pris en compte. Et avant nos travaux, la climatisation n'était pas prise en compte. Donc notre cas d'étude, c'était la fameuse canicule de 2003. Le terrain de jeu, le Grand Paris. On avait modélisé ça sur Paris, sur des zones assez réduites, et puis Île-de-France un peu plus large. Et l'objectif, c'était d'estimer la température à 2 mètres du sol, donc à hauteur d'humain, un peu de choses près. Et on verra que je vais le présenter sous forme d'anomalie, je vais vous expliquer après. Évidemment, la question, c'est de se dire, dans Paris et dans le Grand Paris, comment j'arrive à savoir quel rejet thermique j'ai? Comment je sais qu'à tel endroit j'ai une clim? Comment je sais qu'à tel endroit j'ai une clim? Il n'y a aucune base de données aujourd'hui en France qui nous permet d'avoir ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors je vous rappelle également qu'on était dans un temps où il n'y avait pas d'intelligence artificielle, où il n'y avait pas des outils de visualisation exceptionnels comme on a maintenant, mais on avait les pages jaunes. Et les pages jaunes, à l'époque, nous permettaient de faire des photos de ce style. Et vous voyez tout ce qui est entouré en rouge, ce sont les condenseurs. Donc c'est l'arrière de votre frigo. Donc tout ce qui est entouré en rouge va rejeter la chaleur au moment des canicules, parce que l'ensemble des climatisations sont mises en route. Donc ce qu'on a fait, ça on a mis un traitement statistique, parce qu'on n'allait pas mettre des gens devant des ordinateurs à compter sur tout le Grand Paris le nombre de climatiseurs qu'il y a. Donc en fait,
on a zoné Paris, on a défini des zones représentatives, on a fait une distribution après statistique, pour arriver à quantifier comme ça. Et en fait, on a fait une cartographie, donc en fonction des coordonnées GPS, on a dit à Météo France, tenez, on est capable de savoir qu'à tel endroit, il y a tel rejet thermique, etc. Donc tout ça, ça a été mis dans les codes de calcul de Météo France. Alors c'est les vrais codes de calcul, hein, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs semaines pour faire un jour. Et finalement, de ça, on est sorti une anomalie thermique. Alors pour les Parisiens, je vous invite à regarder où vous habitez. L'anomalie thermique, c'est un écart de température. Donc par rapport à un scénario de référence, donc le scénario de référence, c'est j'ai pas de clim. D'accord ? Donc globalement, si vous voyez un écart de température de 2 degrés, de 3 degrés, ça n'est causé que par la présence de climatisation à l'endroit où on est. Donc on voit que le quartier de Montparnasse, par exemple, est impacté puisqu'on va être aux alentours de 1 degré d'augmentation de température le jour. Et on voit que la nuit, on a un étalement de l'impact, c'est-à-dire qu'on va avoir plus d'impact, du moins plus de personnes seront touchées géographiquement, par les rejets thermiques. Alors ça, c'est causé par les mouvements d'air qu'il y a, au niveau des villes, où les mouvements d'air sont quasiment nuls au moment de la nuit. Et donc globalement, la chaleur reste à l'endroit où elle a été produite et va s'élever au fur et à mesure. Et ensuite, un autre point que je vous ai montré, c'est étoiles. Alors Montparnasse, parce que bureau. Hein. Normalement, ça c'est assez classique. Ensuite, étoiles. On a cherché quand même. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était l'économie de luxe qui faisait ce petit point rouge, puisque les clients de ces économies de luxe, donc imaginez bijouterie, hôtel, aiment être à basse température. C'est-à-dire quand vous entrez dans une bijouterie de luxe, moi j'ai froid. C'est pour ça que j'y vais pas d'ailleurs, c'est trop froid. D'accord ? Dans un hôtel, c'est pareil. On a froid. C'est parce que c'est ce que veut la clientèle. Donc si vous faites plus froid, il n'y a pas de mystère, vous aurez plus de rejet thermique. Et à contrario, vous voyez, je vous ai parlé de Montparnasse, mais on ne voit pas la Défense. La Défense n'apparaît pas, alors qu'on pourrait se dire, si Montparnasse apparaît, il n'y a qu'un seul bâtiment, ou alors quelques bâtiments, pourquoi pas la Défense. Et en fait, ce qu'on a fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à Paris, on a un réseau de froid dans le sol. Donc on a des tuyaux qui circulent, qui distribuent du froid. C'est-à-dire qu'il y a des grosses centrales qui sont à certains endroits dans Paris, qui produisent du froid, et qui vont ensuite les distribuer dans les bâtiments. D'accord ? Vous connaissez peut-être plus la CPCU, qui distribue de la vapeur d'eau chaude, mais vous avez la même chose côté froid. Et en fait, on s'est dit, tiens, allez hop, on enlève tous les réseaux de froid, on imagine qu'on est dans un pays où nos législateurs décident, tiens, plus de réseau de froid. Eh bien, je peux aller dans le bon sens. Hop. Et ce qui se passe, c'est qu'évidemment, si vous avez plus de réseau de froid, vous avez plus de centralisation de ce système, et on voit apparaître la Défense, en haut à gauche. Alors, on regarde un peu comment fonctionne le réseau de la Défense. C'est qu'en fait, donc ici en bleu, c'est le tracé. Mais ce qui est important ici, c'est de voir les points ici qui touchent l'eau. En fait, les condenseurs du réseau de la Défense, et c'est pareil sur le réseau Clim-Espace, qui s'appelle maintenant Fraîcheur de Paris, sont reliés à la Seine. Donc en fait, la chaleur n'est pas évacuée vers l'air, mais évacuée dans la Seine. Donc c'est pour ça que si vous enlevez aussi bien le réseau de froid de la Défense que celui qui est intramuros, vous voyez apparaître plus de points rouges, ici, puisque la chaleur qui a été évacuée dans la Seine est maintenant évacuée dans l'air à l'endroit où il y a les bâtiments. Donc le gros intérêt des réseaux de froid, il est surtout si on arrive à connecter les condenseurs ailleurs que dans l'air. D'accord ? Mais attention, un réseau de froid ne fait que déporter les rejets, hein. Il ne vous fait pas disparaître. Hein. C'est juste qu'on va mettre des machines beaucoup plus grosses, donc beaucoup plus performantes, et qu'ensuite ça va distribuer. Mais si ces grosses machines ne sont pas connectées ailleurs que dans l'air, vous aurez toujours la même chose et il n'y a pas de raison.
Donc là, on est forcément sur des tâches beaucoup plus importantes en termes d'impact. Et en fait, on s'est dit, tant qu'à faire ça, autant faire une projection, de se dire, tiens, allez hop, c'est la fête, on achète tous des clims chez Casto, et tout le monde s'installe, donc on multiplie par 2 les résultats. Donc là, je vous laisse choisir où est-ce que vous voulez habiter, hein, c'est ça. Et ensuite, le dernier scénario, c'est le fantasme. C'est-à-dire que j'ai un maximum de climatisation, mais je mets tout ailleurs que dans l'air. Évidemment, pour Paris, ça n'est pas possible. Mais par contre, la réflexion est plus sur les nouvelles villes, les nouveaux usages. De se dire, est-ce que je ne pourrais pas utiliser le sous-sol pour justement utiliser ce chaud, je le mets dans le sous-sol et je le réutilise en hiver. C'est ce qui fait de la géothermie. Et qu'est-ce qui se passe sur ce scénario fantasmé? C'est que vous voyez apparaître des points bleus, bleu clair. En fait, on va aller refroidir l'air extérieur, puisque vous refroidissez votre bâtiment, le bâtiment étant connecté à l'air, vous allez localement refroidir l'air extérieur, ce que nous on a appelé l'effet oasis. D'accord? Donc là, on est évidemment sur le cas extrême, mais la réflexion n'est pas de se dire la climatisation c'est pas bien, c'est la gestion de la climatisation et des rejets thermiques qui est à réfléchir. D'accord? Ensuite, on peut également questionner l'usage. Donc sachez que dans les médias, parce que dès qu'arrivent les canicules, on ressort les réflexions sur la clim c'est pas bien, ça fait des rejets, ça augmente la température de Paris, etc. Sachez que ça sort de cet établissement, les résultats. Finalement, l'humain appuie sur le bouton. C'est l'humain qui décide de mettre X degrés sur sa petite télécommande pour arriver à climatiser des bureaux. Les CNAMiens reconnaîtront les lieux. C'est la salle de direction, pour ceux qui savent pas. Et avec, comme vous voyez, pour les spécialistes de climatisation, une télécommande moderne. Donc finalement, la question qui se pose, c'est de se dire quel est, notre usage de la climatisation, ce que j'appelle la climatisation de confort. Et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on soit éduqué à cette utilisation? Parce que globalement, on est tous dans un bureau, à un moment donné, quelqu'un a chaud, deuxième personne a chaud, hop, il y en a un qui va prendre la télécommande, il va appuyer comme un taré dessus, on va arriver à 20 degrés, puis on va dire, on est bien, non, on a froid, puis hop, on va l'éteindre, puis on refait chaud, et puis hop, on va appuyer sur un bouton, etc. C'est ce qui se passe, pour l'avoir vécu, notamment dans cette salle. Donc ce qui se passe, c'est qu'on s'est dit, comment aller éduquer la population, enfin éduquer, peut-être un grand mot, au moins informer la population. C'est les travaux qu'on a fait avec l'Association française du froid, notamment avec une réflexion dans les dom-toms, de se dire, dans les dom-toms, la climatisation est quand même assez importante, voire nécessaire, et ils sont sur des mix énergétiques relativement impactants pour l'environnement. Donc on a fait 2 guides de diffusion des bonnes pratiques. Un premier guide pour les professionnels, de dire, tiens, quels sont les gestes les plus pertinents, simples à mettre en œuvre, mais également un guide pour la population, pour les usagers des climatisations. Quels sont les éco-gestes à développer? Donc, c'est complètement accessible, si ça vous intéresse. C'est le programme Climéco. Et quelques exemples d'éco-gestes qui ont été décrits et quantifiés en termes d'impact. Réguler la température un peu plus haute que celle que vous utilisez habituellement, limiter les apports de chaleur, c'est-à-dire qu'arriver à fermer quand il fait chaud, utiliser de la régulation électronique, ça peut être intéressant, etc., etc. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'objectif, et ça a été financé par les certificats d'économie d'énergie, l'objectif c'était, je forme à travers des réunions d'information les professionnels. Ces professionnels, quand ils vont aller installer des climatisations, vont former les usagers. Et toutes les clims ont été équipées d'un marquage QR code. Et en fait, il y a une application, en fonction du lieu où vous êtes géographiquement, qui vous dit quelle température vous devriez mettre, etc. Donc comme ça, il y a eu près de 140 000 personnes qui ont été sensibilisées à l'utilisation de la climatisation au sein des dom-toms. Dans la partie, justement, sensibilisation, il y a évidemment la partie niveau de température,
la partie choisir un système équivalent, utiliser les ventilateurs. Je rappelle, si on a tendance à l'oublier, hein, c'est pas si mauvais que ça, un ventilateur. Mais ensuite, il y a, si je reviens plutôt côté bureau, il y a peut-être une réflexion à avoir sur la façon dont on s'habille. Aujourd'hui, vous allez à la Défense, plein de canicules, surtout les hommes, nous avons un choix plus limité en été, c'est costume, chemise, veste. Dans tous les cas. Enfin, dans la très grande majorité des cas. D'accord ? Donc, dans le cadre d'un partenariat, notamment avec Climeco et dans notre cas, il y a Léa Martinique qui a proposé d'avoir une réflexion sur finalement, pourquoi on n'oserait pas le Bermuda? Il y a une réflexion à avoir sur cette prestance sociale qu'on donne au pantalon. Pourquoi on devrait être obligé d'être en pantalon? Parce que je vous rappelle, si on est en pantalon, on a plus chaud que si on est en Bermuda. Et finalement, puisque j'aime pousser le bouchon un peu loin, c'est se questionner sur la façon dont on travaille, sur notre relation au travail, et finalement se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi accepter socialement l'utilisation des jupes ou des robes pour les hommes. Et finalement, ça questionne bien au-delà de la climatisation en elle-même. Hein. C'est globalement, on aura beau faire tout ce qu'on veut, les spécialistes de technologie, etc. Mais si on n'a pas une réflexion beaucoup plus globale sur comment je dois m'habiller pour travailler, parce que là, on est sur de la climatisation de confort. Hein. Dans un bureau, on peut travailler s'il fait chaud. C'est pas grave. Et installer une clim parce qu'il fait chaud 3 jours par an, c'est peut-être du luxe. D'accord ? Donc finalement, est-ce qu'il ne vaudrait peut-être pas mieux accepter que les hommes soient en jupe plutôt que dépenser de l'énergie finalement pour pas grand-chose. Donc je vais essayer de vous faire le lien, parce que j'aime les bulles, je vous en remets, entre la bulle et la ville, et surtout, gardez toujours en tête que dans tous les cas, ça va être l'humain qui appuie sur le bouton et que nous sommes acteurs de cela. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé très clair, très pédagogique. J'ai une question sur les pompes à chaleur qui sont subventionnées dans beaucoup de pays et qui sont présentées aussi comme un système de refroidissement à des échelles différentes pour des maisons, pour des lotissements, pour des appartements aussi. Et je voudrais avoir un avis comparatif et scientifique sur cette technique, cette technologie. Merci beaucoup. Alors, la pompe à chaleur, c'est la même chose qu'un frigo. C'est juste dans l'autre sens. En fait, c'est le même système thermodynamique, mais en fonction de son utilisation, son usage, c'est-à-dire si on utilise le chaud, ça va être appelé pompe à chaleur, si on utilise du froid, ça va être appelé machine frigo, et si on utilise les deux, ça s'appelle thermofrigopompe. Mais techniquement, c'est la même chose. Donc finalement, on va avoir, et ce que j'ai pas dit, c'est que les rendements de ce genre de machine sont supérieurs à 1. C'est-à-dire qu'on va produire plus que ce qu'on consomme. Ça, c'est dû au fait qu'on fait du changement de phase, c'est-à-dire qu'on fait liquide-vapeur, vapeur-liquide, etc. Donc c'est là la performance de ces pompes à chaleur. C'est pour ça qu'elles ont aussi été classées en énergie renouvelable, sachant qu'elles n'ont rien de renouvelable, objectivement. C'est qu'on va produire plus que ce qu'on consomme, mais par contre, l'inconvénient, encore une fois, c'est qu'il va falloir que le réseau électrique absorbe l'utilisation de
la pompe à chaleur, ou alors si elle est réversible, du froid, puisque tout le monde va la lancer en même temps. Globalement, s'il fait chaud à un moment donné, tout le monde va lancer sa pompe à chaleur. Donc je sais qu'il y a des personnes qui travaillent sur l'utilisation de la pompe à chaleur dans certains cas, et puis de se dire, quand le réseau ne peut plus absorber, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des résistances électriques, parce que c'est un peu plus faible, ou alors du gaz, puisque de toute façon, ça ne sert à rien de vouloir faire des choses exceptionnelles si notre réseau électrique ne peut pas l'absorber. Je vous remercie pour votre exposé. J'avais plusieurs questions par rapport à votre projet d'étude sur la climatisation sur Paris, et notamment sur l'évacuation de la chaleur. Vous parliez d'évacuation et de stockage dans les géologiquement parlant. Géothermie. Oui. Est-ce que vous pourriez développer, s'il vous plaît? Alors, il y a des entreprises qui travaillent sur le sujet, même à Paris. Hein. L'idée, c'est de se dire qu'on a un sous-sol et que, globalement, si on arrive à stocker... Parce que si vous stockez la chaleur dans l'air, vous n'allez pas pouvoir la réutiliser. D'accord? Donc, tant qu'à faire, autant essayer de la stocker. Alors, on peut la stocker dans de l'eau aussi. Se dire, tiens, la chaleur, je vais l'utiliser dans l'eau. Mais rapidement, ça occupe un volume assez important. Et vu le prix du mètre carré à Paris, c'est compliqué. Donc, on se dit, on va stocker la chaleur dans le sous-sol. Et là, il y a des spécialistes du sous-sol qui vont aller calculer, savoir combien d'énergie on va pouvoir stocker, pendant combien de temps, pour qu'ensuite ce soit réutilisable l'hiver, soit pour faire de l'eau chaude sanitaire, soit pour faire du chauffage, avec une pompe à chaleur généralement pour relever la température, mais comme énergie non perdue et réutilisable. Donc en fait, on va faire de la désynchronisation. Mais ça n'est possible que si le sous-sol est accessible. D'accord. Ce qui n'est pas toujours simple à Paris, qui est un vrai gruyère, et occupait déjà pas mal le sous-sol. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question concernant les toits. On entend beaucoup actuellement parler de blanchir les toits, de peindre en blanc. Et j'entends de notre côté, je crois que c'est l'ADEME qui a dit que ça ne servait en fait à rien. Qu'est-ce qu'il en est à ce stade? Alors, je pense que c'est utile dans les cas où on est dans des zones industrielles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voisins. C'est-à-dire qu'on est sur une zone industrielle, on peut repeindre en blanc. Parce que moi, la question que je me pose, c'est que si le rayon solaire rebondit, où est-ce qu'il va? Et je pense que c'est là qui est la réflexion de l'ADEME, c'est de se dire dans des quartiers denses, comme Paris ou même dans toutes les villes, en urbain, je ne suis pas sûr que ce soit si judicieux, parce qu'en plus, imaginez, vous avez un bâtiment avec une climatisation. D'accord? Vous repeignez en blanc. Donc l'objectif de repeindre en blanc, c'est comme la neige, c'est que globalement, le flux solaire ne va pas pénétrer le bâtiment, va rebondir, c'est pour ça qu'on est tout bronzé quand on revient du ski. Et donc si le flux solaire rebondit, forcément, il ne va pas venir chauffer votre bâtiment, et donc vous n'avez pas besoin de clim. Mais la réflexion qu'il y a, c'est ça risque d'être pire que mieux, si c'est mal fait, puisque si vous avez déjà une clim qui est installée, en fait, vous allez avoir une clim qui va être surpuissante, et ce qui va se passer, c'est que la clim va se mettre en route, elle va refroidir rapidement, parce qu'elle est surpuissante par rapport aux besoins, et elle va s'arrêter, ça va réchauffer, elle va redémarrer, ça va s'arrêter, Donc en fait, vous aurez, si vous ne faites pas à la fois du blanchiment et une réflexion sur le système énergétique, je ne suis pas sûr, je n'ai pas fait le calcul, donc je mets toutes les précautions possibles, je ne suis pas sûr que ce soit un bénéfice global. En tout cas, il est illusoire de croire qu'on puisse toucher à une structure sans avoir une réflexion sur le système énergétique s'il y en a déjà un qui est installé. J'avais d'autres questions à vous poser à propos des systèmes d'absorption et adsorption. On sait que vous avez mentionné le constructeur Maekawa, et qu'en est-il de l'évolution du marché sur ces machines-là, et qu'est-ce que vous en pensez pour une technologie d'avenir? Alors, moi je suis fan parce qu'on travaille là-dessus depuis des années. Il y a une complexité de percée de marché en France, en tout cas, puisque globalement l'électricité n'est pas chère. Et si l'électricité n'est pas chère, autant utiliser des systèmes qui fonctionnent à l'électricité, et donc globalement des compressions avec un compresseur. Par contre, sur des cas où vous avez, comme je l'ai mentionné, c'est pour ça que j'ai mis l'image de Maekawa, non pas que je suis fan de la marque ou j'ai des actions, c'est surtout que l'image permettait d'insister sur le fait
que globalement, vous pouvez l'utiliser sur l'énergie fatale, donc ce qui est perdu par les industries, les usines, soit du solaire ou soit je crois qu'il y avait de la biomasse, etc. Donc dès qu'on est sur de la chaleur fatale perdue, au lieu de la perdre, autant l'utiliser pour faire du froid s'il y a du besoin, évidemment, à un moment donné. Donc en tant que système, pour arriver à avoir une approche globale sur des usines, ou même sur un quartier, hein, ça peut être aussi le cas sur un quartier, là ça devient intéressant sur du multi-usage. Mais par contre, en France, la percée est relativement limitée. Oui, tout à fait. C'est complètement dépendant. Un pays comme la Chine, qui produit son électricité avec du charbon, principalement, ou l'Inde, a plus intérêt à utiliser la récupération de chaleur que de la compression mécanique de vapeur avec de l'électricité. Alors qu'en France, on est sur un réseau relativement bas carbone. Donc, voilà. Et là, on raisonne en énergie primaire et pas en énergie utile par rapport à l'énergie finale. Je veux revenir sur votre étude sur les rejets thermiques des clims. Est-ce qu'on s'est intéressé depuis à l'impact environnemental à différentes échelles, peut-être locales et globales, sur l'impact que ces clims peuvent avoir, le rejet thermique peut avoir sur l'environnement? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Le rejet thermique sur l'environnement, c'est ça? Oui. Est-ce que typiquement, on voit que localement, à l'échelle parisienne, selon certains scénarios, on pourrait localement avoir des augmentations de température significatives? C'est ce que j'ai montré. Oui, tout à fait. Ouais. Mais justement, est-ce qu'on s'intéresse justement à l'impact environnemental de ces rejets thermiques? Autre que l'élévation de température ou les conséquences de l'élévation de température? Non, justement, les conséquences que ça peut avoir. Alors là, je vous renvoie vers la pure, je sais pas si... Il y a des travaux sur en tout cas sur Paris, sur comment arriver à rafraîchir la ville, notamment l'utilisation des cours l'été, parce que les écoles sont pas utilisées, donc en fait ils veulent faire des îlots de fraîcheur dans les cours. L'idée c'est plus d'arriver à rafraîchir la population, globalement, hein, parce que c'est ça le risque, que est-ce qu'il y a un impact sur la faune et la flore? C'est peut-être votre question. Ça, je peux pas vous dire. J'ai rien vu passer en tout cas. Sur Paris. Les autres villes, je ne sais pas. Ouais, parce en France, je pense qu'on n'est pas les plus grands utilisateurs de climatisation, mais par exemple dans des pays plus chauds, en Espagne ou aux États-Unis, où la culture est beaucoup plus centrée sur la clim, peut-être que... Mais après, ils ont une culture du chaud aussi. C'est-à-dire que la faune et la flore est adaptée à la température. Les plus grosses variations de température que j'ai vues dans les études, là, nous, on a montré que ça pouvait être au maximum de 3,5, je crois, degrés, ce qui est énorme si c'était comme ça tout le temps, mais ça reste du 3,5 degrés ponctuel. Donc je pense que la faune et la flore peut absorber. La question qui se pose, c'est si c'est plus 3,5, on le sait, hein, sur un temps long, là, c'est peut-être plus inquiétant. Donc, mais je pense que j'aurais tendance à dire que la faune et la flore sur du 3,5 sur 2 jours, 3 jours peut l'absorber. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un impact réel. Oui, après c'est le changement climatique, mais du coup c'est sur du temps long. Moi j'aurais une question. Vous avez parlé de faire du froid, c'était capter du chaud. Aujourd'hui. Prélever du chaud. Comment? C'est prélever du chaud. Prélever du chaud. Aujourd'hui, dans les zones urbaines denses comme Paris, on sait très bien que le chaud est généré par le sol. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des technologies développées pour aller capter ça et créer du froid du coup? Il y a une technologie qui est assez exceptionnelle, qui est je jette de l'eau sur le sol. Ce que faisaient les Japonais depuis des lustres. En fait, il y a des travaux, notamment par les collègues de Paris 7, qui ont comparé 2 rues parisiennes qui étaient relativement identiques en termes d'architecture. Et sur une rue, en plein été, ils brumisaient de l'eau sur le sol, et de l'autre, ils ne brumisaient pas. Et on a vu un abaissement de température par l'utilisation de l'eau. Alors, c'est évidemment pas de l'eau potable. Hein. Dans Paris, il y a un certain nombre de canalisations où il y a de l'eau sale, mais utilisable facilement.
Et il y a quelque chose il y a des travaux qui sont faits là-dessus, sur rafraîchir par ce qu'on pourrait faire chez nous aussi. C'est quand on a chaud. Et ça utilise le phénomène physique de la vaporisation. Ça, globalement, vous brumisez de l'eau, et puis la vaporisation fait qu'on abaisse la température. Vous avez parlé des réseaux de froid à la Défense. C'est plutôt un système qui a l'air intéressant. Et dans Paris, ça existe aussi. Alors, il y a 1, 2, 3, je ne sais pas, plusieurs réseaux. Il y a un réseau, mais par contre, ils ont plusieurs grandes stations. Il y a un réseau qui s'appelait Climespace et qui s'appelle maintenant Fraîcheur de Paris, où il y a plusieurs grosses stations. Il y en a une dans les Halles, mais celle-là, elle est à air. Et ensuite, je regarde celui qui sait. Canada. Oui, et l'autre, le troisième, à Bercy. Oui. D'ici 2042, suivant l'évolution des consommations, parce que c'est d'abord travailler sur la ville pour diminuer, je dirais, les apports de chaleur, la construction de 20 nouvelles centrales supplémentaires. Il y aurait dans tous les arrondissements, pratiquement, qui seraient desservis par le réseau, pour à terme rafraîchir la ceinture rouge, où c'est des bâtiments d'habitation. J'ai bien dit rafraîchir, pas climatiser. Parce que souvent, c'est des personnes âgées qui sont dans ces habitations et qui, l'été, ne partent pas en vacances. Donc c'est pour un problème sanitaire. Et tout un parcours fraîcheur, nord-sud et est-ouest, où les gens pourraient se réfugier en cas de canicule, notamment, il y a les écoles, les musées, les grands magasins, et puis les mairies, voilà, les établissements qui reçoivent du public. Alors, quand on a fait l'étude, les principaux clients étaient les musées, les grands hôtels, certains ministères, etc. Donc c'est relativement cher, c'est en termes de coût au kilowattheure. C'est plus cher que si on mettait une clim. Donc c'est pour ça. Ensuite, il y a démocratisation et puis il y a une volonté aussi locale. Oui, c'est ça. C'est un coût d'infrastructure de façon à rentabiliser. Et donc, c'est géré par la ville de Paris ou... En fait, c'est la ville de Paris qui fait une concession à Fraîcheur de Paris maintenant. Ça appartient à la ville, oui. C'est une concession. Alors, pour suivre, est-ce qu'il y a d'autres capitales qui gèrent aussi ce genre de système, de grosses villes? Est-ce que c'est répandu? Alors, j'avais fait une cartographie des réseaux de froid en France, comparé au réseau de chaud et comparé au réseau électrique. En fait, on voit de tout petits traits à droite à gauche. C'est en termes de grosses structures, il y a Marseille qui a quelque chose. Il y a des villes qui ont des petits réseaux de froid. Marseille, Lyon ont des réseaux en France. Ensuite, je ne sais pas si tu connais au niveau européen, je pense. C'est pas la France, il y a Monaco. Ouais. Il y a un beau réseau. Monaco, il y a, après, si on va en Europe, ça se développe. Vous avez Barcelone, vous avez à Amsterdam un réseau, vous avez à Copenhague, vous avez à Stockholm. C'est des villes qui commencent à s'équiper, et ça c'est en Europe, mais aux États-Unis ça existe depuis longtemps. Et puis surtout aujourd'hui, le gros potentiel, c'est tout le Moyen-Orient, où il y a plus de 150 réseaux de froid avec des puissances énormes. Et ça, c'est plutôt là-bas la question est l'utilisation des ressources, en particulier de l'eau, et puis au niveau énergétique. Et puis il y a toute l'Asie. Et avec des problèmes différents, puisque suivant la zone géographique où l'on est, il faut utiliser, le but du réseau, c'est d'utiliser les ressources du territoire. Donc à Paris, la ressource du territoire, c'est premièrement la Seine, et puis ensuite il y a les nappes, donc la géothermie. L'objectif étant de travailler sur plusieurs exutoires de manière à éviter le dégagement de chaleur dans la ville. Dans l'air. Dans la ville. Et par contre, en Asie, ils ont la problématique alors ils ont de l'eau, mais ils ont surtout l'humidité qui pose problème. Parce que quand on veut évacuer de la chaleur, l'évacuer avec ce qu'on appelle des échangeurs secs, on appelle ça des condenseurs. Là, évidemment, c'est des surfaces énormes quand on a des puissances énormes. Et eux, ils ont des puissances, on va dire, 3 fois à 4 fois ce qu'on a, nous, ici. Je dirais en climat tempéré, celui de la France.
Donc on est encore sur la gestion du rejet de chaleur. Hein. C'est ça le nerf de la guerre. Oui. Alors, il me semble que c'est les mêmes réglementations que le nucléaire. Hein. C'est les mêmes recommandations que pour une centrale. On ne doit pas dépasser la température de 30 degrés. Si on dépasse la température de 30 degrés, on arrête la centrale. Sauf avoir une dérogation de la préfecture, puisque ce sont des installations qui sont soumises, ces installations classées, qui sont soumises, je dirais, à autorisation. Donc il y a des études d'impact qui sont très fortes. Et ce sont des installations où, dans la construction des prises d'eau et des rejets d'eau sur une centrale de production thermique, il ne faut pas qu'une isotherme traverse tout le cours d'eau. Donc en fait, c'est très surveillé et réglementé. Voilà. C'est évidemment la question qu'on se pose. Hein. On rejette dans l'eau, donc on peut avoir un impact local, mais c'est la réglementation. Enfin, le nucléaire travaille déjà sur le sujet depuis très longtemps, et les règles sont les mêmes dans tous les cas. Alors là, on parle de l'eau en surface. Généralement, ils sont en dessous de la surface. Hein. Mais effectivement, s'il y a une augmentation brutale de la température de la Seine, il y a des réflexions à avoir. D'où le fait qu'il faille avoir, pas tout miser sur un seul cheval. Et l'utilisation typiquement du sous-sol permet aussi de pouvoir compenser le jour où il y a besoin de faire autre chose, d'arrêter une centrale pour X ou Y raison. Oui. Pour les villes, il y a une autre solution, c'est de planter des arbres. Tout à fait. Puisque, pas simplement l'effet de l'ombre, mais il y a aussi l'effet de l'évaporation de l'air. Et les cours à Paris qui disposent d'énormes arbres, et des températures, on peut avoir 12 degrés d'écart entre la rue et la cour intérieure. En fait, il y a des travaux qui sont faits actuellement sur des réflexions où aller planter les arbres dans Paris, dans quelle rue, pour avoir un impact non pas que dans la rue qu'on vise, hein, parce que tout est interconnecté évidemment. Le nuage ne s'arrête pas à l'arbre. Et arriver comme ça à savoir où planter les arbres, parce que c'est pas si évident que ça. Donc il y a un gros projet qui a été financé par la ville de Paris là-dessus, avec des collègues géographes, des énergéticiens, etc. Effectivement, la possibilité c'est de planter des arbres. Oui, moi je voudrais faire remarquer, c'est pas qu'une question de température, il y a une question de ressenti personnel et qui est lié à l'humidité dans l'air, le taux d'hygrométrie. Et c'est très net, plus l'air est sec, moins on a le ressenti ni du froid ni du chaud, plus on supporte. Et on voit bien avec les zones tropicales qui n'ont pas des températures très élevées, mais qui sont très, très peu supportables à cause de l'humidité excessive. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour déshumidifier et finalement Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut utiliser des systèmes à sorption. La même chose que ce que je vous ai dit, ça s'appelle des roues dessiccantes. En fait, c'est des nids d'abeilles qui tournent très lentement dans un flux d'air. Et c'est l'histoire de mes boîtes à chaussures, hein, c'est des sachets. Et en fait, l'air, en passant à travers le nid d'abeilles, va se déshumidifier parce que l'air va venir se capter. Et ensuite, on rejette l'air dans la pièce qu'on veut alimenter. Enfin, bref. Peut-être. Ah. Ouais, les Asiatiques travaillent beaucoup là-dessus, puisque eux, le réchauffement climatique, c'est plutôt une augmentation très forte de l'humidité. De l'humidité, oui. Et effectivement, si on atteint une humidité qui est vraiment très proche de la saturation, se pose la respiration du corps, puisque une manière pour nous d'évacuer la chaleur, c'est dans un premier temps la convection, mais dans un deuxième temps c'est la sueur. Et donc, si la sueur s'évapore plus, on a des problèmes. Donc, acceptons de transpirer. Si on transpire, c'est que le corps va bien. Ça n'est pas sale. Est-ce qu'il y a une dernière... Pardon. La priorité, c'est la sobriété, en fait.
et travailler sur la ville, mettre des arbres, blanchir. Mais on ne peut pas humidifier partout, parce que quand vous êtes avec 90% d'humidité... Il y a encore le temps pour une dernière remarque ou question. Moi, j'en ai une. Oui. Est-ce qu'on aura toujours besoin de fluide pour produire du froid? Est-ce qu'on aura toujours besoin d'un fluide? Oui. Lequel? Ça dépend. C'est l'eau, mais si un jour... Ça dépend. Après, on va pas se leurrer. Il y aura toujours besoin de fluide dit chimique, hein, dans tous les cas. Moi, je ne crois pas au fluide unique ou etc. Je suis pour comme le système énergétique, hein, je suis pour une mixité. Par contre, il faut bien définir quel fluide pour quel usage. Et absolument pas vouloir faire du fluide magique qui est capable de tout faire, parce que derrière les fluides, c'est les fluides chimiques, derrière les fluides chimiques, c'est les dollars. Et il y a ça à faire attention, de se dire, attention, on ne va pas être piloté par les multitudes de brevets que peuvent faire nos amis entreprises chimistes. Mais par contre, de s'assurer qu'on a bien une cartographie la plus juste possible, juste dans le sens scientifique, et avec une analyse globale, c'est-à-dire énergétique, risque, environnemental, coût aussi, et coût à l'achat, mais également ensuite coût à la recharge, parce que si vous avez des fuites dans votre machine, il va falloir recharger. Donc si le fluide n'est pas cher maintenant, mais par contre qu'on arrive à prédire que dans 5 ans on va faire un x4, finalement il faut peut-être y réfléchir. Donc c'est pour ça que nous au laboratoire on a une forte activité autour des fluides naturels. Mais pour autant on dit fluide naturel, mais attention, ces fluides naturels passent quand même par une usine à un moment donné, parce que si on utilise du CO2, il faut bien le mettre en bouteille, si on utilise de l'ammoniac, il faut bien le mettre en bouteille, etc. Donc c'est pas du naturel où je claque, je récupère, etc. Il y a quand même de toute façon un process industriel derrière pour arriver à l'utiliser in fine. Donc on va faire attention aussi, pour les partisans des fluides naturels, à bien justifier le terme naturel. Mais voilà, après, il y a de la place pour tout le monde. Moi, je vois une guerre forte, mais c'est surtout une guerre de l'art. Ça dépasse la science. Merci beaucoup, Brice, pour cet exposé très clair. Et donc... Merci. Je passe le micro à Gilles pour la suite. Merci à toutes et tous. Et la semaine prochaine, on poursuit le séminaire. On aura Jocelyn Bonjour de l'INSA Lyon qui viendra parler des enjeux de la transition énergétique et qui a choisi de partir du Fardier de Cugnot. Et puis, dans 15 jours, on aura Emmanuel Galichet du CNAM sur l'énergie nucléaire, dont elle est une grande spécialiste. Voilà, bonne soirée, à très bientôt, au revoir.